Bonjour, je suis Frédéric, psychologue clinicien du travail. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont vécu ou vivent un burn-out d'origine professionnelle. Ici, on prend le temps de raconter son histoire, comment ça a commencé, comment on a traversé les événements et ce que l'on aimerait partager avec d'autres. Je défends une idée simple mais qui me semble essentielle, le burn-out vient du travail, pas des fragilités individuelles. Alors, pas de chichi, pas de filtre, juste des récits bruts, authentiques et humains. Bienvenue dans Parole de Burn-out, bonne écoute. Dans cet épisode, on retrouve Valérie pour la suite de son témoignage. Elle raconte le moment de bascule, la rupture physique et mentale, la difficulté à être reconnue dans sa souffrance et le long chemin pour se reconstruire. Entre prise de conscience, reconversion et acceptation de nouvelles limites, Valérie nous livre un témoignage fort et sans détour. Pour revenir sur ce dégoût que tu pouvais ressentir quand tu te mettais sur ton ordinateur, qu'est-ce qui te dégoûtait? Enfin, tu vois, comment on en arrive à un moment, tu vois, tu arrives sur ton ordinateur et tu n'arrives même plus à pouvoir travailler. Qu'est-ce En qui te fait, dégoûtait? ça faisait depuis l'automne où j'avais eu ça, c'est vraiment l'impression que les yeux par rapport à l'écran, j'arrivais pas à fixer mon regard sur l'écran. Ça faisait comme des aimants quand on met un positif sur un positif, ça ripait d'un côté ou de l'autre, et de me forcer à le faire, ça allait vraiment au dégoût, à la nausée. Les quelques textes, quelques mails que j'arrivais à lire, j'avais vraiment une sensation physique de m'injecter du poison dans le corps, mais qui me semblait normal parce que ça avait été ça toute ma vie. Sauf là, c'était comme m'en prendre conscience. Tu veux dire que de ces messages-là, alors, c'était certains messages ou c'était tous les messages que tu recevais faisaient... On recevait assez peu de mails techniques. Les messages qui étaient vraiment dans l'humanité, c'est-à-dire plus entre les membres de la petite équipe là de 6-7 personnes, donc ceux qui étaient très peu techniques, mais vraiment sur de la sensation personnelle, etc. Là, j'étais très très à l'aise, vraiment sur la partie écoute et genre sans forcément moi participer beaucoup, mais voilà, accueillir les états d'âme des uns et des autres et les questionnements, et même sans pouvoir répondre, j'étais très très à l'aise, et dès que ça parlait technique, c'était plus possible. Mais vraiment avec le cerveau en bouillie, au point de l'exemple que je donne, c'est des fois de me dire attends, 1 + 1 ça fait combien? Du coup, est-ce que tu arrives à identifier dans ton travail comment ça s'est construit ça? Enfin, comment t'es passé? Parce que sur 20 ans de travail, il y a eu des moments où ça faisait pas ça. Complètement. Et comment ça bascule dans ça? Enfin, tu vois, comment t'en arrives à ce moment où lire un mail technique sur le métier que tu as appris, tu le ressens comme du poison qui est injecté, en toi? Alors, comment c'est arrivé? Alors, j'ai lu récemment des choses sur le burn-out où ils parlent d'une première phase où on sent que ça va pas, et puis il y a une sorte d'abnégation, et là, ça va super avant l'effondrement. Et donc cette partie-là de ça va pas, mais je me force un petit peu, et ce petit peu, il va bien. Pour moi, c'était la partie où on était en harcèlement moral. Donc c'était l'ancienne Mmh. entreprise. Le fait de couper certains facteurs perturbants comme le trajet, l'environnement géographique aussi, parce que en habitant un petit peu à la campagne, moi j'avais accès à de la verdure, j'étais chez moi, j'étais bien. De revenir en ville tout gris avec les bouchons, et cetera, voilà, de plus avoir cette partie bouchon, de plus avoir la grisaille en permanence. Entre-temps, en plus, moi c'était fin 2020, on a pris la décision de déménager, donc on est parti encore plus en campagne. Donc depuis mon bureau, moi j'ai une vue, à perte de vue, c'est que des champs. Revenir en ville, c'est extrêmement douloureux. Sur une ville qui en plus fait la guerre aux voitures, fait la guerre à la fluidité de circulation, faut faire tout en transport en commun. Enfin, tout est long, donc on se sent pas les bienvenus du tout. Avec que ce soit mon nouveau logement ou l'ancien, une offre de transport en commun quasi inexistante, ou alors avec des temps de transport, c'est juste pas possible. Donc il y avait ce dimensionnement-là des transports qui devenaient pénibles et où tu avais l'impression que ça rajoutait à tes difficultés, par ailleurs. Complètement. L'aspect, de ton métier, donc qui était un peu le cœur de ton métier, si on parle du côté technique qui du coup te dégoûtait. Après, donc là et les relations avec les autres. Alors du coup, tu étais en télétravail, c'était pas simple non plus, je suppose, pour, Alors échanger parce que... c'était pas simple, et en même temps, donc il y a à large échelle, ils avaient instauré des cafés virtuels. Je les ai pas tous faits, mais quasiment. Et c'était pas forcément des gens de mon équipe, donc ça permettait de discuter de sujets et d'autres. Et ça, je me suis dit, c'est le minimum à faire pour pouvoir s'intégrer un petit peu dans l'entreprise et connaître un petit peu des gens, voilà. Et puis après, dans mon équipe, il y a eu après
il y avait des petits chats de discussion vraiment, sans aucun manager, juste les gens de l'équipe. Et après chaque réunion avec un peu des nouvelles, pas réjouissantes, par rapport aux conditions de travail, il y avait énormément d'échanges où, parfois c'était même pas de la visio, parce qu'il y en a plusieurs qui voulaient absolument pas être filmés, donc c'était juste en audio. Mais vraiment beaucoup d'échanges en live pour décharger les émotions, pour poser des questions, pour vérifier qu'on a bien compris. Sur les gens qui étaient vraiment, j'allais dire au niveau technique, aucune hiérarchie. À chaque fois que j'avais une question, j'ai toujours eu un accueil hyper adorable. On a répondu à mes questions, etc. C'était plus ce qui a provoqué du dégoût, c'était plus certains mots nouveaux de nouvelles technologies où je sentais que mon cerveau il voulait pas en entendre parler. C'est-à-dire, par exemple? C'est-à-dire, de passer d'une programmation logicielle vraiment basique où on est vraiment les mains dans le cambouis à quelque chose où, bah non, c'est plus nous qui faisons cette partie-là, ou cette partie-là existe déjà et on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'agrégation et on a juste à mettre les bons paramètres dans tel ou tel logiciel, mais je sentais que techniquement, il y a rien de compliqué, mais d'un point de vue valeur, moi, il y avait quelque chose qui voulait pas y aller. Et j'avais déjà dans mon ancien métier, sachant que ça devenait la mode, j'avais déjà suivi une formation sur un de ces sujets-là et j'étais sortie de là en disant, ce que j'ai compris de cette formation, c'est que cette technologie-là en particulier n'est pas pour moi et que j'ai juste retenu qui était dans les équipes et avait les compétences pour, mais moi non. Si j'entends bien ce que tu dis, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer dans la façon de faire ton travail, qui t'allait pas. C'est-à-dire toi, tu voulais une maîtrise, plus complète ou en tout cas, c'est comme ça que tu l'avais appris, pour coder et que là, on te mettait des choses un peu clés en main sur lesquelles tu n'avais pas complètement la maîtrise et que ça devenait du paramétrage plus que peut-être, ce qu'on peut, se dire sur le codage où il y a une réflexion à réfléchir à un algorithme qui va permettre d'établir un code qui va fonctionner et cetera et que ça, on t'enlevait ça, quoi. En fait, c'est très, très récemment où j'ai pris conscience de ça. Ce qui a fini par me dégoûter, c'est que quand j'ai commencé mon métier, le but du métier d'ingénieur en informatique, c'était de programmer des logiciels, donc d'apporter une réponse technique à des questions techniques. Donc la première étape, c'était de comprendre c'est quoi la question, d'élaborer une solution et de la programmer. Et au fur et à mesure, le métier a doucement évolué pour aller vers quelque chose où bah, de l'écoute, il y en a plus en fait. On se pose plus la question, on est juste à faire vite pour fournir une solution, sans forcément prendre le temps de se poser la question pour qui, pourquoi. Si ça répond en vert aux tests qui ont été programmés automatiquement par quelqu'un d'autre, c'est bon. Si ça répond en rouge, c'est pas bon. C'est aussi comme ça que instinctivement j'ai choisi ma reconversion, c'est qu'en fait j'ai enlevé la partie purement production technique pour ne garder que la partie écoute, qui était la partie où je m'éclatais le plus. Le petit projet qu'on avait eu qui s'était bien passé là en équipe de deux. La partie vraiment technique, j'en ai fait assez peu. Ce qui m'avait éclaté, c'était d'aller écouter les requêtes et les inquiétudes de nos clients, qui étaient en plus dans un milieu un peu artistique. Donc, des gens qui s'expriment pas en PowerPoint, qui s'expriment avec les mains, qui s'expriment avec les yeux, avec les mouvements, et d'essayer de traduire ça dans un langage que mon collègue techniquement pouvait comprendre pour dire, ah, ça veut dire que mathématiquement, il faut qu'on fasse ça. Et moi, c'était cette partie traduction que j'aimais beaucoup. Par ailleurs, bon, bah, tu as évoqué, hein, comment s'est traduit pour toi cette phase d'effondrement avec l'impression d'être avec la fatigue qui s'installe, le cerveau qui fonctionne plus. Combien de temps, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à partir du moment bah, où tu t'es mis en arrêt de travail? Combien de temps il t'a fallu? Alors, tu es certainement encore en reconstruction, mais bah, pour te relever et aller de l'avant ou avancer en tous les cas. Alors pour vraiment aller de l'avant, il aura fallu au moins 6 mois. C'est aller de l'avant, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, on fait pas plus de 3 pas d'un coup, hein. C'est vraiment tout petit. Mais au tout début de l'arrêt, il a fallu que je prenne conscience de à quel point cet arrêt était nécessaire. Au début, je pensais juste un peu de fatigue, on attend un peu de voir et puis on va prendre une décision et c'est pas grave. Et je voyais bien que de semaine en semaine, c'était encore plus profond que ce que je croyais. Dans le même temps, moi, j'avais mon médecin généraliste qui ne me connaissait pas bien parce que mon ancien médecin traitant était parti en retraite sans prévenir, donc j'avais plus de dossier médical, plus rien. J'ai dû trouver un médecin en urgence. Elle prenait des risques à me prescrire des arrêts, à prolonger des arrêts pour quelqu'un qu'elle connaît pas. Au début, c'était des arrêts de 2 semaines, donc
J'allais au rendez-vous, la semaine d'après, il fallait que j'appelle pour prendre rendez-vous pour encore la semaine d'après. Moi, j'avais l'impression que c'était des claquements de doigts à chaque fois. Une semaine, ça passait très, très vite et en même temps, on me disait: «Mais reposez-vous, reposez-vous et qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Il faut prendre rendez-vous avec un psychologue, il faut prendre» mais j'avais juste envie de: «Mais laissez-moi respirer». C'était tout ce dont j'avais besoin, c'était juste: «Foutez-moi la paix». C'était le mon mantra du moment et j'ai essayé un premier psychologue et où ça s'est pas bien passé, dans le sens où je sortais des séances, j'étais encore plus mal qu'avant et dans sa façon de proposer certains exercices, je me suis dit: «Mais heureusement que j'ai ma formation à côté pour retraduire émotionnellement ce qu'il essaie de me faire faire parce que là, c'est catastrophique». Il devrait même pas me laisser repartir dans cet état-là derrière. Enfin voilà, il y a plusieurs choses où, j'ai arrêté au bout de 3 ou 4 séances parce que vraiment j'avais plus l'impression de me mettre en danger qu'autre chose et donc oui, j'ai trouvé une autre psychologue qui était plus dans la partie, juste écoute et accueil de ce qui vient et puis, qui m'a permis au début de décharger en émotions et avec un autre regard, certaines prises de conscience que j'avais pendant mes entraînements, moi, par rapport à ma formation. Où ces entraînements-là sont, demandés par l'équipe enseignante et à chaque fois, enfin voilà, c'est comme un petit exercice de TCC où on va un peu chercher en soi, il y a des choses qui remontent et c'est déjà un travail sur soi, le fait de faire cette formation-là et bah, cette psychologue m'a permis parfois j'arrivais avec ma liste de prises de conscience, celles qui avaient été les plus violentes où je me posais des questions et juste le fait de les exprimer par des phrases, ça faisait un peu plus avancer les choses. Donc on a commencé un travail avec elle. Au bout de 3 mois d'arrêt, on m'a demandé d'aller voir la médecine du travail. Dans l'idée, je trouvais, enfin, pourquoi pas. Sauf que dans les faits, ça voulait dire, aller dans la fameuse grande ville qui voulait plus de moi, qui me rendait malade sur le trajet. Donc là, j'ai pu valider parce qu'en plus, la médecine du travail est vraiment située, en bordure de la zone avec toutes les entreprises, donc c'était vraiment le même, tout pareil. Donc j'ai pu valider que c'était pas que l'entreprise qui posait problème, qu'il y avait aussi la zone géographique et le trajet. Même en dehors des bouchons, parce que je m'arrangeais pour avoir des horaires plutôt confortables par rapport à ça. Là, j'ai été confrontée, donc mon médecin traitant, chaque fois que me faisait prolonger l'arrêt, qui me disait: «Ben, là, j'ai la CPM qui me tape sur les doigts sur les arrêts longs». La médecine du travail qui me dit: «Ah bah non, mais nous, on peut pas prendre de décision par rapport à on peut même pas aller faire une maladie professionnelle parce qu'on sait pas trop ce que ça va donner, ça va être dégoûté et puis si jamais on vous déclare inapte, bah, si jamais, vous changez d'avis, ça va nous retomber dessus». Donc personne prenait de décision et puis dans le courant de l'été, ça a été, donc moi j'ai eu des prises de conscience où j'avais vraiment envie de débloquer quelque chose, Et envie de du coup, c'est quoi construire. les prises de conscience? C'est celles Bah que tu peux partager? Qu'est-ce que prise de de quoi t'as pris conscience, en conscience fait, à ce travers qu'on le appelle boulot? prise de conscience, mais c'est pas seulement dans le mental, c'est aussi corporel. C'est, bah, au lieu d'être juste dans mon fauteuil ou dans mon canapé à attendre, tout d'un coup, une envie de mouvement, une envie de vraiment j'ai ressenti au niveau des épaules, non, c'est envie d'aller de l'avant. J'ai dit: «Bon, OK, maintenant qu'est-ce que je fais?» Et puis là, on m'a dit donc c'est le médecin traitant qui m'a dit mais ou médecine du travail, je sais même plus. En gros, donc je commençais à être embêtée par la prévoyance, par la CPAM et là on m'a dit: «Ah non mais le médecin traitant n'a plus le pouvoir au bout d'un moment, on lui tape sur les doigts. Médecine du travail n'a absolument aucun pouvoir. Un psychologue sa parole n'a pas de valeur. La seule personne qui peut avoir de la valeur pour un arrêt prolongé, c'est un psychiatre». Alors je commence à regarder, ah oui mais les psychiatres, ils sont tous dans la grande ville. J'en ai pas un à disposition, en dehors de cette grande ville-là, sinon faut faire au minimum 2 heures de route. Au bout d'un moment, je trouve un qui est dans un endroit de la grande ville où j'accepterais à peu près d'aller, qui ne sait pas trop à l'intérieur, tout ça. On me dit: «Oui, mais il y a 4 à 6 mois de délai». Alors j'attends les 4 à 6 mois, sauf qu'en attendant, ben, moi la prévoyance elle avait été coupée, la CPM ça me menaçait aussi, donc j'ai pour arrêter cette pression-là, parce que du coup ça revenait à me remettre dans le même état qu'avant mon arrêt. Je dis: «Ben, je demande une rupture conventionnelle et je passe au chômage». Et Parce tu que l'as là, obtenu, ta rupture, moi. j'ai obtenu ma rupture conventionnelle parce que ça coûtait, en gros, ça leur coûtait moins cher que de me garder avec la et que, bah, comme j'avais pas d'ancienneté, je leur coûtais rien.
Mais tu as été obligé en tous les cas de passer par là pour, des histoires entre guillemets «administratives», comme on pouvait pas te maintenir dans un arrêt de travail avec une prise en charge financière et du coup tu as été obligé de faire une rupture conventionnelle pour, pour avoir à le la droit au fois quitter. chômage. Juste petite question par rapport à ce que tu évoques, c'est-à-dire que tu as développé une forme de phobie, de cet environnement géographique, de cette zone géographique, c'est le terme que tu as employé Oui, oui, oui. et tu l'as encore? C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, tu ne peux plus te rendre dans toute cette zone? Toute seule, non, c'est pas possible. Si c'est quelqu'un Ouais. d'autre qui conduit, il y a certaines rues, il faut que je ferme les yeux. C'est vraiment bah, ça peut être de l'attaque de panique, ça peut être des nausées, ça peut être, et c'est vraiment, alors il y a déjà l'aspect qui est très souvent négligé par le système médical, mais c'est que quand on habite en milieu rural, où on voit loin, d'arriver dans une ville où on voit pas à plus de 10 mètres, c'est extrêmement étouffant. C'est extrêmement oppressant. Quand en plus il y a des travaux de partout, il y a des panneaux de signalisation de partout, enfin moi c'est trop. Il y a trop de stimuli, même sans conduire, je n'y vois rien. Et donc non, par défaut, comme en plus c'est une ville qui est en permanence en travaux. J'ai vécu aussi sur les années où je faisais le trajet, j'ai vécu 15 ans de travaux non-stop, ce qui était soit dans mon quartier, soit à différents endroits du trajet. Donc les dernières semaines où j'allais encore sur site, j'ai aussi développé une phobie sur tout ce qui est panneaux de signalisation jaune. Le mot déviation me donnait la nausée. Ça, c'est un petit peu revenu, mais il faut pas qu'il y en ait plus de 3 d'affilée, sinon c'est pas bon. Et ça, tu l'expliques comment? Enfin, je veux dire, c'est lié à la dépression, enfin, à la dépression, l'effondrement que tu as vécu, à cause du travail. Enfin, comment tu le comprends, le fait que d'un coup, ça, c'est devenu, impossible pour toi? J'ai senti que ça montait il y a certaines choses, j'ai senti monter au fur et à mesure des ans où, bah, la lassitude, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, et à un moment donné, bah, c'est stop. Je sais pas, il y a je sais pas, là, s'il y a le téléphone qui se met à sonner, les vieilles sonneries à l'ancienne, là, sur les téléphones. Et si le but c'est de dire: «Ah non, c'est quelqu'un qui est pas gentil au bout du fil, on laisse sonner», on porte, et à un moment donné, le téléphone il passe par la fenêtre. Et donc bah, sur certaines personnes ça va très, très vite. Moi ça a pris 20 ans, mais c'est le même effet d'usure. Il y a un moment où c'est trop, et puis bah, c'est le principe du vase, la goutte d'eau dans le vase. Bah, quand la goutte d'eau au début, on remplit le vase et puis on continue de mettre des petites gouttes, c'est un petit peu au-dessus, et au moment où on met la goutte de trop, ben ça descend carrément, ça vient pas juste au ras. Là, du coup, tu es toujours dans cette phase-là de reconstruction où tu es déjà un peu sorti de tout ça et tu passes à autre chose? Il y a des choses qui ont bien évolué, parce que ça, c'était il y a déjà plus d'1 an. Donc, bah, j'ai fait 1 an de chômage en même temps que, ma 2e année de formation, pendant laquelle j'ai eu des stages. Mais alors les stages, moi, c'était 2 fois 1 heure et demie par semaine, parce que c'était vraiment des accompagnements avec des gens, par rapport à ce métier-là. Donc j'étais sur des horaires très, très doux. Les jours de formation, nous, c'était regroupé par 3 ou 4 jours. Je sentais bien que 4 jours, c'était pas possible. La dernière journée, en gros, j'écoutais, mais je regardais ailleurs, je faisais autre chose. C'était plus possible. Déjà, au niveau fatigue, j'avais dépassé ce que je pouvais. Et puis, ben, les autres jours, comme c'est une formation où il y a beaucoup de pratique avec de travail sur soi, etc. Comme je dis, j'ai quitté un métier où il fallait avoir les yeux rivés sur un écran pour avoir un métier où, même s'il y a un écran, de toute façon, le principe de base, c'est de fermer les yeux. Donc, ça soulage. Donc, j'étais extraordinairement bien pendant mes heures de formation. Même avec la fatigue, etc., j'étais bien. Donc, je savais qu'il y avait une issue possible. J'ai un peu plus souffert l'été dernier, quand j'ai eu mes rapports de stage à rédiger, parce que bah, forcément, avec enfin forcément. En tout cas, moi, dans mon cas de burn-out, ça a surdéveloppé ma capacité de procrastiner. Et pour le coup, le fait d'avoir fait un travail sur moi, j'ai pu me rendre compte à quel point je pouvais être extrêmement créative quand il s'agit de procrastiner. Je peux trouver des excuses, mais éblouissantes. Et bah, par contre, bah, j'avais quand même mes rapports de stage à rendre pour une certaine date. J'ai accepté de me faire violence pour tenir ce délai-là, en me disant: «C'est la dernière fois que je me fais violence sur quelque chose». Parce que je savais qu'il y avait une date butoir et qu'après il y aurait plus ça. Et donc j'ai réussi à respecter le délai. Voilà, il y a eu la remise de diplôme. Comme j'étais encore dans l'euphorie, je parlerais d'une euphorie hormonale, d'être vraiment avec le stress qui va avec, qui allait avec les rapports de stage, et cetera. J'ai fait tout ce qui était création d'entreprise, vraiment dans la foulée.
Et puis, en me disant, voilà, maintenant j'y vais tout doucement. Je m'impose plus rien, j'y vais vraiment à mon rythme. Donc il y a eu du mieux, il y a encore des progrès à faire et par contre, il y a d'autres choses où, faut que j'apprenne à vivre avec certaines limites qui sont nouvelles. Comme, par exemple, c'est quoi tes Comme, limites nouvelles? pour l'instant, lire un texte technique sur écran, c'est pas possible. Même sur une technique qui m'intéresse, hein, c'est pas possible. Sur papier, c'est un peu plus facile et encore, au bout d'un moment, je mets des couleurs parce que j'ai besoin d'être plus dans l'image que dans le texte. Tout ce qui est mémorisation, ça reste compliqué. Tout ce qui est, structurer une journée, de suivre des horaires et cetera, ça me crée un stress, monumental, même si, c'est hyper souple à l'arrivée, ça reste encore très, très fragile là-dessus. Avoir plus de 2 tâches avec des horaires à respecter sur une même journée, c'est extrêmement compliqué, voire impossible et si par hasard j'arrive à le faire sur une journée, maximum 2, derrière il me faut 3-4 jours de rien du tout pour m'en remettre. On arrive au terme bientôt de notre échange. On est presque à 1 heure de conversation ensemble. Avant de te laisser aussi la parole pour savoir quel message tu veux laisser aux auditeurs, aux auditrices qui éventuellement traversent la même chose que toi. Déjà, je voulais juste savoir, toi, avec le recul maintenant, tu vois, de cette traversée, comment tu analyses l'arrivée de cet événement dans ta vie et surtout quel lien tu fais avec ton travail. Tu sais par ailleurs, bon, moi j'écris beaucoup sur le sujet, sur le lien du burn-out avec l'origine professionnelle et de souvent faire poser sur les individus la responsabilité des événements en leur disant c'est parce qu'ils étaient trop faibles, trop fragiles, etc. Et je lutte beaucoup pour déconstruire cette idée-là. Toi, dans ta situation telle que tu l'as traversée, quel lien tu fais avec ton travail? Qu'est-ce qui t'a amené à t'effondrer? Comment tu le vois, ce lien-là? Ah, je pense que ce qui m'a amenée à m'effondrer, ça doit être le fait que dans mon éducation, on m'a toujours appris à, sois parfaite, fais plaisir, fais ce qu'on me demande. Et sauf qu'à un moment donné, il y a des contraintes physiques qui suivent plus. Et comme le monde du travail sur un certain nombre d'emplois que je peux connaître, je parle pas que de mon cas moi, mais je veux pas généraliser non plus à tout le monde, mais j'en vois quand même beaucoup où on essaye de presser un peu plus pour mettre, j'allais dire, encore plus de sardines dans la boîte. Et au bout d'un moment, ces limites-là, elles sont vite franchies et tant que les gens ils craquent pas, c'est que ça tient. Mais c'est notre prof nous a dans ma formation nous avait donné une image que j'avais bien aimée. Il disait il y a certaines personnes qui disaient non mais ça va, non mais ça va. Il dit en fait c'est lui ça lui fait penser à aux gens qui sautent du 50e étage et qui le croisent lui au niveau du 30e et qui disent ça va. Et voilà. Et tant qu'ils sont pas Ouais. arrivés en bas, il y a personne qui fera quoi que ce soit parce qu'il y a pas les moyens, parce qu'il y a pas le temps, parce que vous comprenez c'est compliqué. Et Un monde du travail qui repose aussi sur l'engagement professionnel et enfin pas de l'épuisement généralisé, mais en tous les cas qui profite de l'engagement des salariés pour la productivité de l'entreprise par ailleurs, hein, mais qui repose beaucoup sur ça, c'est-à-dire ce surplus que tout et chacun deviennent on considère tout le monde comme des sportifs de haut niveau, comme si on pouvait être des athlètes de triathlon tout le temps, mais tout le temps. voilà. Alors que Et alors moi, j'ai pas eu le cas, où on me demandait de faire des heures et des heures et des heures. En termes de nombre d'heures de travail, si je dis: «J'ai fait un burn-out», on va dire: «Mais non, mais de quoi tu te plains? Enfin, c'était cool». Par contre, moi, j'ai eu beaucoup, et à différentes périodes professionnelles, énormément sur la fin, en gros, on me donne un crayon bleu et on me demande d'écrire en rouge. Je dis: «Beh, non, mais c'est pas ah, mais il a pas le droit de dire que c'est pas possible». Mais à un moment donné, si, il y a des choses qui sont juste pas possibles, en tout cas pas dans les délais, impartis. Et c'est plus ça que j'ai eu. C'était ou de demander à 3 personnes de faire le boulot de 10 sans faire plus d'heures. Donc les gens ne font pas plus d'heures parce que même s'ils les faisaient, c'est pas ça qui répond à la question. J'ai eu le cas aussi notamment dans le milieu de la recherche où, on sait bien qu'un sujet de recherche, ça met des années, des années, des années à aboutir, mais ceux qui financent, il faut du nouveau. Donc chaque année, il faut trouver un nouveau titre. Donc chaque année, il faut présenter les travaux avec une façon qui n'a rien à voir celle des années précédentes. Alors qu'en fait, c'est la même chose qu'on montre. Quand je suis arrivée, alors j'avais été prévenue, hein, quand je suis arrivée dans ce métier-là, j'avais 1 ou 2 ans d'expérience seulement. J'avais un collègue à l'époque qui faisait encore un peu d'électronique et j'avais un collègue qui m'avait dit: «Oui, moi je fais les cartes électroniques pour montrer dans les démos grands pontes», et il m'avait dit: «Alors je mets toujours, 2 petites LED».
qui clignotent ou qui clignotent pas, avec 2 couleurs différentes. Elles servent à rien, mais c'est juste que ça fait plaisir, sinon ils vont dire que ça marche pas. Voilà et mais sauf que cette incohérence-là et c'est sur la durée, ça finit par user et puis, cumulé à de l'incohérence aussi dans la vie quotidienne, à un moment donné, c'était juste avant mon 1er arrêt, j'ai eu 2-3 personnes comme ça, je leur ai dit: «Mais c'est gentil de me faire croire que je suis intelligente, mais non pas à ce point-là». Ouais, c'est un peu la tendance, surexagérée où il y a plus le droit de dire ce qu'on pense vraiment. Il faut toujours être, toujours Voilà positif. et puis, et puis des moi qui viens donc du fameux «sois parfait, fais tout ce qu'on te demande, assume» et d'être confrontée à des gens qui n'avaient pas les compétences de base de leur métier, je dis: «Mais non, mais quand même, ben non, mais quand même, c'est c'est pas à moi de le faire pour vous ça. Moi j'ai pas les compétences de votre métier». Et c'est la répétition de tout ça qui finit par user. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin, savoir quel message tu veux donner aux auditeurs ou aux auditrices qui sont peut-être dans la même situation, que toi ou en tout cas pour ceux qui ne le sont pas encore, quel message tu voudrais leur porter à travers, le témoignage que tu viens de faire? Alors pour ceux qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui ont déjà vécu un burn-out, qui essayent de se reconstruire, la petite phrase que je m'applique le plus, je dirais c'est: «Soyez doux avec vous». Et pour ceux qui sont sur une pente descendante ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui risque d'être touché bientôt, au moment où il y a le 1er jour d'arrêt, en même temps qu'on laisse la personne se reposer, le 1er conseil à donner, c'est: prenez rendez-vous avec un psychiatre si c'est pas déjà fait. Ne serait-ce que pour des raisons administratives, il y a un tel délai pour avoir un rendez-vous et pour accepter d'être entendu là-dessus. Plus c'est fait tôt, mieux c'est. Et il faut pas avoir peur de prendre rendez-vous très tôt parce qu'il y a tellement de délais qu'on ira déjà un petit peu mieux au moment où on pourra y aller. Ça sera pas pour la semaine d'après. Ouais, tu as raison, soyons doux avec soi-même. Mais je te remercie beaucoup de tout ce que tu as partagé avec nous, de tout ce que tu as pu évoquer. Et puis, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite et pour cette reconversion. Je sais pas si tout le monde a compris que tu voulais être sophrologue, parce que je suis pas sûr même que tu l'aies dit en fait. T'as dit que Mais et vraiment te souhaiter le meilleur pour tout ça et vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce témoignage vous aura touché, fait plaisir ou simplement parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn ou Facebook pour rester connecté. Prenez soin de vous et à très vite.